Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc il est 11h30, nous allons débuter cette neuvième journée française de l'ingénierie des exigences, organisée par le Comité français du test logiciel, c'est le CFTL, et notamment par le groupe de travail ingénierie des exigences que j'aurai l'occasion de vous présenter dans quelques instants. Alors avant de débuter la première conférence, je voulais vous donner quelques petits mots justement sur cette journée et notamment sur l'organisation de ces 3 journées, puisque vous avez pu voir que ça se passe en 3 journées. Alors, tout d'abord, un grand merci à nos partenaires, Polarsoft, qu'on retrouvera d'ailleurs demain dans une belle présentation qui nous propose, et puis Arcade Software qui vient nous soutenir dans cette organisation de cette GFIE 2022. Quelques éléments, je vous parlais tout à l'heure que l'équipe qui organise aujourd'hui cette conférence d'ingénierie des exigences, c'est le groupe de travail ingénierie des exigences du CFTL, et puis également un grand merci à toute l'organisation faite par Kenza, qui se reconnaîtra bien évidemment, qui nous donne un grand coup de main sur cette conférence. Donc quelques éléments pour vous expliquer un peu qui on est. Donc l'objectif du groupe de travail ingénierie des exigences, c'est de professionnaliser justement ce métier, de valoriser, alors la GFI en fait partie, valoriser ce métier, et puis participer aux activités liées au syllabus, IREB notamment, mais pas que. Vous verrez que Eric, qui en fait partie, vous donnera quelques éléments tout à l'heure également par rapport à ça. Sachez qu'également qu'on travaille sur un projet actuellement dans le groupe de travail qui est autour de la maturité de l'ingénierie des exigences. On pourra en discuter si vous le souhaitez par la suite. Quoi qu'il en soit, soyez évidemment, nous sommes très intéressés pour que d'autres personnes nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre par rapport à cette organisation de groupe de travail qui se réunit physiquement à peu près tous les 3 mois, une fois physiquement. Et puis nous avons plusieurs autres réunions par rapport à des projets, des activités spécifiques en visioconférence. Donc on va dire qu'il y a à peu près une activité de réunion tous les mois qui se met en place. Alexis, je t'interromps un instant. Tu Oui. dois avoir un second écran, ton explorateur qui apparaît à l'écran. Est-ce que tu peux le retirer parce que les gens ne voient pas tes slides. Ah, pardon. Alors comment on voit les... Oups. On voit ton explorateur en fin de compte devant ta présentation. On voit quoi? Là, on voit quel slide, excusez-moi? On voit le slide de celui-là, D'accord, ok. de bienvenue, mais devant, en fin de compte, ton slide, il est caché par... Comme ça, c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai une autre solution. Hop. On va y arriver autrement. Je vais... Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je vais monter à ce moment-là le PDF. C'est pas grave. Donc, je vais repartir là-dessus. Hop. Et là, ça fonctionne bien? Super, parfait, merci. Eh ben, c'était un faux démarrage. Je vais donc le refaire, excusez-moi. Je suis désolé. Donc, très rapidement, par rapport aux personnes qui sont et qui viennent d'arriver. Merci d'avoir de venir assister à cette 9e conférence, 9e journée de l'ingénierie d'exigence. Je ne veux pas tout redire, vous avez bien compris qu'on va faire pour le mieux et rapidement. Donc, un grand merci encore à nos partenaires, Polarsoft et Arcade Software. Je vous ai expliqué globalement ce qu'on faisait dans le groupe de travail ingénierie d'exigence. Vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, bien évidemment. On vous attend. Et là, il y avait un transparent qui n'est pas à jour, mais j'en suis désolé, qui explique à peu près les personnes qui sont aujourd'hui et qui sont acteurs. Il manque ici Édouard Dargeau qui devrait être dedans, mais le transparent est dans mes transparents et pas dans ce PDF, je suis désolé, qui vous montre un petit peu cette ouverture par rapport à l'ingénierie d'exigence sur laquelle on travaille, aussi bien dans la partie embarquée avec les problématiques d'automobile que dans la partie IT, bien évidemment, avec l'agilité qu'on va retrouver bien évidemment dans tous ces éléments. Quelques éléments maintenant sur le programme que je n'avais pas encore présenté. Aujourd'hui, 2 présentations vont être réalisées. La première, je vous présenterai par la suite avec Eric Riou-Ducosquer, je vous présenterai quelques éléments dessus. Et puis une deuxième qui passera également avec des personnes du groupe de travail, justement, qui vous présenteront notamment des éléments sur l'ingénierie d'exigence. Sachez surtout que, évidemment, cette première journée ne s'arrête pas là, puisque nous avons 2 autres journées. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la 2e ou la 3e journée, n'hésitez pas à le faire. Il y a aujourd'hui plus de 350 personnes qui se sont inscrites au global sur l'ensemble des 3 conférences. Et nous avons plus de 200 personnes par conférence aujourd'hui qui se sont inscrites. Donc on retrouvera Polarsoft, je vous ai parlé tout à l'heure, demain.
sur un sujet particulier. Et puis, troisième jour également avec des niveaux un petit peu différents, de l'embarqué avec Valéo en l'occurrence, sur des aspects différents. Alors, avant de commencer la première présentation d'Éric Rieu-Duclosquer, je vais vous donner également quelques informations importantes sur le fait que vous pouvez, pendant cette présentation, poser des questions. Nous n'y répondrons pas pendant la présentation, mais par contre, toutes ces questions, vous allez pouvoir également les quantifier, les plébisciter, si vous préférez. Ça veut dire que si une question qui a été posée par une personne ou une autre vous intéresse, vous allez pouvoir appuyer sur la petite flèche que vous voyez là ici, hein, où c'est marqué 2, et lui mettre une valeur supplémentaire. Ça veut dire que nous allons prendre, à l'issue de la présentation du premier intervenant, les questions qui sont les plus plébiscitées, hein, et nous verrons en fonction du temps jusqu'à laquelle nous pourrons aller. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, plébisciter les questions qui vous intéressent, et de façon à ce que puisse par la suite, évidemment, poser ces questions à la suite de cette présentation au présentateur. Vous pourrez également, à l'issue des 2 présentations, évaluer cette première journée. Hein. Alors, vous évaluerez première présentation et seconde présentation au travers de quelques questions qui vous sont posées, notamment, et puis potentiellement également, on vous demandera les sujets qui peuvent vous intéresser pour le futur, de façon à ce qu'on puisse rebondir, nous, de notre côté, pour vous offrir l'année prochaine, pour la 10e édition, alors on fêtera nos 10 ans de JFIE, un programme qui vous intéressera. Je vais demander à Eric s'il peut monter sa présentation de façon à au moins l'introduire, introduire son titre. Je ne sais pas si Eric sait le faire, partager son écran et prendre la main sur la présentation. En attendant qu'il arrive, je vais meubler, comme on dit. Donc Eric, il faut que tu partages tes transparents, si tu veux bien. Ou si quelqu'un peut l'aider, s'il n'y arrive pas. N'ayant pas ta présentation, je ne peux pas la monter. Eric, si tu m'entends. Raphaël, est-ce que... Ouais. Je pense que j'arrive. Bon, tu penses que tu arrives, c'est parfait. Ah, c'est bien, tu m'as entendu. Alors, normalement... En faisant partager, tu dois pouvoir partager ton écran, pas comme moi tout à l'heure, j'espère que tu vas faire mieux. Ah oui, je fais plutôt partager l'écran. Alors, comme tu veux. Parce qu'en fait, est-ce que tu as monté tes PDF dessus? Non, je ne pense pas. Hein. Non, je suis en PowerPoint. Donc, tu partages ton écran, et puis tu vas pouvoir projeter sur ton écran et ton PowerPoint sur ton écran. Et on va vérifier, on va s'assurer que ça fonctionne mieux que mon faux démarrage de tout à l'heure. Partager, hop. Alors, c'est normal. Et maintenant, il faut que tu ajoutes à lancer ton PowerPoint. Ouais, comme ceci. Plein écran. Est-ce que là, c'est bon, là, ou c'est pas bon? Alors, non, parce qu'on voit ton slide suivant. On voit la présentation. Tu sais, il faut que tu switches. Alors... ouais, d'accord. Alors là, si je reprends, alors attends, on va reprendre, hein, on va y arriver. Alors, je vais départager, hop, partager, désactiver, voilà. Donc, je repars, tu vas me guider, hein, je fais partager. Oui. Et là, je peux partager l'écran. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, c'est mieux. Alors, pour l'instant, je n'ai pas ma presse sur l'écran. Mais non, mais ça, c'est pas grave à la limite. Et, ce qui est important, c'est que ton plein écran arrive sur, justement, l'écran qui est partagé. Je suppose que tu as 2 écrans. Hein. Ouais. Enfin, pour l'instant, j'en ai qu'un. Voilà, je fais partager l'écran. Alors, attends, j'ai une petite... Bon, excusez-nous hein, pour cette petite... On va y arriver, ce sont les aléas du direct. Hop, écran complet. Je vais faire ça. Fenêtre. Partager. Voilà. Et passe en plein écran si tu peux. Enfin, en présentation. Je tente tout à fait. Voilà. Comment c'est là?
Voilà, pour l'instant, nous, on voit juste ton slide classique, on ne voit pas plein écran. Tu peux prendre l'icône qui est en bas à droite, là. Tu vois, en bas, à côté du pourcentage, tu as également le fait de projeter en plein écran. Parce que nous on voit juste ton slide pour l'instant. Ouais. Alors, je tente ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Toujours. Non, toujours pas. Attends, je ne sais pas, pour l'instant, je vois le fait que tu es coché, tu as appuyé sur la case, mais il ne s'est rien passé. Ouais. Sinon, voilà. Toi, tu vois en plein écran, c'est ton écran à toi? Non, en fait, quand je suis en plein écran, je ne vois que mon plein écran. Sinon, je peux peut-être faire comme ça. Non, ça reste visible, je pense. Ça peut rester visible. Et quand tu passes, il ne veut absolument pas passer Si je passe présentation. En plein présentation. écran, Non, mais en je présentation, sens- en présentation. Il ne veut pas. Quand tu cliques sur présentation, il ne veut pas. Non. Ça masque le reste. Ouais, ça disparaît en fait. Quand je fais ça, ça disparaît. Ouais. Bon, moi, je vais proposer qu'on commence comme ça, tant pis. On Oui, voit ta transparence. Ce qui est bête, c'est qu'on perd un petit peu de hauteur au-dessus et sur le côté. Donc, Eric, je te laisse la parole. Donc, Eric Rio-Kursker, qui fait partie du CFTL, Comité français du test logiciel, et qui va nous présenter un analyse métier par la pratique et QQBBA. C'est à vous. ouais, parfait. Merci beaucoup, Alexis, pour cette travail avec le groupe. Alors, en effet, on va commencer cette conférence avec le sujet analyse métier. On va directement Moi, Eric, on a un souci, Eric. Oui, là, je pense, peut-être que, est-ce que là, vous m'entendez? Peut-être que quand tu es encore là, Alexis, on m'entend. Toi, tu m'entends, Alexis? Ah Moi, oui, j'ai l'impression que là, c'est reparti, là. je vais couper mon micro, je vais rester sur scène, tant pis. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne t'entendait pas et que tes transparents ne bougeaient pas non plus. Hein. Ah oui, c'est normal, je ne les ai pas fait bouger. Ok, alors maintenant, je reste là, mais je ne vais pas intervenir. À Oui, toi. si, tu peux À intervenir toi, si Eric. je fais une bêtise. Parfait, donc merci encore. Donc en effet, on commence cette conférence avec le sujet analyse métier. Donc on est un petit peu en amont du sujet exigence. Quelques mots sur moi, présentation. Donc je suis vraiment impliqué dans des travaux sur le sujet de la qualité des logiciels et systèmes d'information depuis pas mal de temps maintenant, une petite vingtaine d'années, et je suis actif dans différentes associations qui travaillent sur ces sujets, sur les compétences, sur les certifications, notamment IQBBA, mais aussi IREB, plus sur les exigences, et puis également sur l'ISTQB, le CFTL et TMMI, qui concerne le test logiciel qui est étroitement lié aux exigences, qui sont étroitement liées à l'analyse métier, donc tout se coordonne ainsi. Alors, j'ai repéré quelques noms connus dans le chat. J'imagine que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez différents profils, peut-être responsables de domaine métier ou bien business analyst, product owner, chef de projet, scrum master, test manager, peut-être testeur aussi, fonctionnel ou technique, ou encore consultant, qualité logicielle. L'analyse métier est un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de profils.
Et je pense que dans le groupe là qui participe, tous ces profils sont représentés. Alors aujourd'hui, ma présentation ne va pas être très formelle. On va parler d'analyse métier. J'essaierai de glisser quelques exemples, quelques conseils. On parlera un petit peu d'outils et puis de méthodes. Et puis je terminerai avec quelques mots sur le dispositif de certification IQBBA qui est directement lié au sujet de l'analyse métier. Alors, souvent, on regarde des enquêtes, on voit des choses comme ça, 80% des projets informatiques échouent. Alors, c'est un peu déprimant. Hein, en revoyant ça ce matin, j'étais déjà un peu déprimé parce que je vous parle de Normandie. Il pleut non-stop là depuis 3 jours. C'est un petit peu triste. Et puis, je vois ça, 80% des projets IT échouent. C'est ce qu'on voit dans différentes statistiques. Alors, échoue, ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle. Ça veut dire qu'il y a un truc qui dérape, ça peut être les coûts, la qualité ou le délai des projets. Donc ça, c'est un constat, un triste constat qui est partagé par beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises. On peut se demander pourquoi. Et souvent, lorsqu'on introduit le sujet analyse métier ou exigence, on sort cette petite bande dessinée de la balançoire, que vous avez déjà vue 10 fois, 100 fois peut-être. Eh bien, cette bande dessinée, moi, je ne l'aime pas. Je la trouve un peu nulle parce qu'en fait, avec cette bande dessinée, c'est la catastrophe. Tout le monde est nul. Du début du projet jusqu'à la fin, il n'y a que des nuls qui interviennent. Ça n'arrive jamais. On ne peut pas tous être nuls sur un projet et ne faire intervenir que des nuls. Donc, je n'aime pas cette bande dessinée. À mon avis, l'essentiel pourrait se résumer par rapport au sujet analyse métier en 3 images qui sont là, mais c'est de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Je pense que le problème, il vient surtout de ce qui se passe en début de projet. Et ça, c'est très important. En début de projet, on peut considérer les besoins réels d'un client ou d'un responsable métier. Donc, il y a des besoins réels qui existent. Et cette personne, ce client ou ce responsable métier, va chercher à exprimer ses besoins réels. Donc, il va exprimer quelque chose. Et là, on a un premier problème, c'est que souvent, les besoins exprimés ne correspondent pas aux besoins réels. Ça a dû vous arriver. On vous demande quelque chose et ce qu'on vous demande, ça ne correspond pas à ce que le client attend. Et après, il peut y avoir un deuxième problème lorsqu'on est dans le rôle de business analyst, qu'on interviewe, qu'on rencontre des personnes, qu'on analyse des documents. On va avoir une certaine compréhension d'un besoin. Et le besoin compris ne sera pas forcément similaire aux besoins exprimés ni aux besoins réels. Et donc, c'est là qu'il faut essayer d'agir avec la casquette de business analyst en tout début de projet. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail, 2-3 exemples issus de mon vécu qui sont directement ou indirectement liés à des problématiques d'analyse métier. Un premier exemple dans le domaine bancaire qui commence de façon tout à fait classique. Un système existant, un legacy system, qui d'un point de vue fonctionnel fait le boulot, toutes les fonctions sont là, mais le problème c'est que c'est un bon vieux système qui a été développé petit à petit pendant 10-12 ans et qui est trop coûteux à maintenir. Et du coup, il y a un besoin de réduire le coût de maintenance qui est exprimé et qui va se résumer par « je veux un nouveau système qui fasse exactement la même chose que l'existant, mais qui soit moins coûteux à maintenir ». Donc là, il s'agit d'un projet qui s'est fait au Portugal avec un gros opérateur de transactions bancaires par carte bleue, carte bancaire. Et en fait, ça a été la catastrophe puisqu'il n'y avait aucune expression de besoin, hormis ce besoin de remplacer un existant par un nouveau système qui fasse la même chose. Donc, du coup, la pauvre société de service qui s'est attelée à la tâche a essayé de développer quelque chose qui a été testé par des experts métiers dans la société bancaire et ces experts trouvaient sans cesse des bugs puisque le nouveau système ne pouvait pas faire la même chose que l'ancien. Donc, problème d'expression de besoin en début de projet. Un deuxième exemple, dans le domaine médical, développement d'une nouvelle application critique destinée à émettre des recommandations pour de nombreux patients. Donc, ça ne rigole pas, c'est quelque chose de très critique et très complexe. Bon, derrière, il s'agit de médicaments. Je ne nommerai personne, mais on peut deviner de quelle société il s'agit. Donc, nouvelle application extrêmement critique. Les responsables métiers de l'entreprise savent que c'est critique, ils savent que c'est extrêmement complexe. Donc, ils font un espèce de deal
avec la société de service qui va développer le machin, en leur disant, bah, écoutez, on doit vous faire développer quelque chose d'extrêmement complexe. C'est tellement complexe qu'on n'est même pas sûr d'être capable de vous exprimer dans le détail notre besoin. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous exprime notre besoin de notre mieux. Vous allez nous développer une première version de l'application. Vous allez nous livrer, on va la tester. Il y aura forcément des bugs et des améliorations puisqu'on n'a pas tout spécifié. Vous les corrigerez, vous allez nous relivrer une deuxième fois et on va faire ça 4 fois. Au bout de 4 fois, sur 6 mois, normalement, on arrivera à quelque chose de satisfaisant. Sauf que, après 11 itérations et 2 ans, quasiment 2 ans de retard, avec ce dispositif, développement, test, correction, relivraison, etc., le client trouve encore de nombreuses anomalies critiques. Donc, ça commence à chauffer, procès entre le client et sa société de service, avec des gros montants demandés. Le client dit à sa société de service, on arrête de vous payer et on vous demande de nous rembourser. La société de service se retourne contre le client. Allez vous faire voir, vos besoins ne sont pas clairs, etc. Donc là, on est encore sur une problématique liée à l'analyse métier et à l'expression des besoins en début de projet. Et puis un troisième exemple, qui est peut-être plus proche du sujet exigence, ça sera un peu une transition vers la suite de la matinée, dans le domaine de l'énergie. Un gros opérateur, alors ça ne se passe pas en France, hein, a besoin de renouveler son système d'information. Le début de projet commence plutôt pas mal, avec un gros document de spécification générale permettant d'identifier 300 exigences métiers, réparties dans 35 domaines. Donc ça commence plutôt pas mal au niveau analyse métier. On a réussi à formuler des exigences métiers, à les répertorier, à les classer. Et puis après, ça se gâte un petit peu, parce que le prestataire en charge des développements va documenter des spécifications détaillées à partir des spécifications générales, de façon plutôt pas mal. Là, il y a une petite copie d'écran. Vous voyez qu'en regardant de loin, on voit que ça a l'air bien structuré. On voit qu'il y a une maquette d'écran. On voit qu'il y a un petit diagramme genre BPMN, là, en bas à droite. Et puis, on voit qu'il y a un petit tableau qui semble référencer des exigences. Donc, c'est pas mal. En effet, sur la forme, le document est archi top. Le seul problème, c'est que les exigences identifiées dans ce document de spécification détaillée ne sont pas reliées aux exigences métiers des spécifications générales. Donc, aucun moyen rigoureux de prouver que les specs générales sont bien couvertes par les specs détaillés. Et du coup, dans la suite du projet, pour suivre l'avancement, c'est le bazar, parce qu'on a un espèce de pourcentage de développement des exigences des specs détaillés, mais on est incapable de donner de la visibilité sur la couverture des exigences métiers par les développements, incapable de donner de la visibilité sur le test des exigences métiers. Donc là encore, problématique d'analyse métier et d'ingénierie des exigences en début de projet. Alors, ce n'est pas simple, hein. Moi je fais le malin comme ça à parler de projets qui se passent mal, mais ce n'est pas simple. Alors malgré tout, il y a un point clé que je ressors à chaque formation, alors je radote un petit peu, c'est l'âge peut-être, qui est le suivant, qui est expliciter l'implicite. Il faut chercher à expliciter l'implicite. Donc l'implicite, ça correspond à tout un tas de choses que le client ou les utilisateurs finaux attendent dans la solution qu'on doit leur développer, et ça leur semble tellement évident qu'ils ne vont pas le spécifier. Du coup, quand on travaille comme business analyst, il est important de faire expliciter l'implicite, de poser des questions sur vraiment toutes les fonctions qu'attendent les clients, d'essayer de les faire travailler pour identifier tout ce qu'ils vont attendre. Alors, ce n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas non plus aller trop dans le détail. Il y a des choses qui sont réellement implicites et qu'on ne va pas spécifier. On ne va pas tout spécifier dans le détail. Néanmoins, il faut chercher à identifier les choses qu'il faudra développer et qu'on aurait pu oublier si on ne les avait pas explicitées. Donc, expliciter l'implicite, de mon point de vue, c'est un truc très important à retenir. Ensuite, pour garantir à 100% le succès d'un projet, pour être sûr que ça marche à tous les coups, comment faire?
Ben, je ne vais pas vous dire comment faire parce qu'il n'y a pas de moyen de garantir que le projet soit un succès à 100%. Il y a plein de choses à faire. Et puis, il faut essayer de mettre en place des process, des méthodes, des outils, choisir les bonnes personnes, le bon mode de développement. Il y a tout un tas de facteurs qui vont agir sur le succès du projet. Alors, dans cette présentation, on va zoomer sur l'aspect outils-méthode, c'est-à-dire que je laisse complètement de côté les aspects processus, également les aspects compétences, et on va faire un petit zoom sur certains outils et certaines petites méthodes qu'il est bon d'avoir dans sa boîte à outils quand on travaille comme business analyst. Alors, j'ai choisi de faire ça pour deux choses. Premièrement, pour faire un petit rappel sur les petites techniques de base, enfin petites ou grandes, hein, vous allez voir, les petites techniques ou grandes techniques qu'il est bon d'utiliser à l'occasion lorsqu'on est business analyst. Et puis, c'est aussi pour faire un lien vers les dispositifs de certification qui existent, notamment IQBBA, dont je parlerai en fin de présentation, parce qu'on s'entend souvent dire vous êtes gentil avec vos formations certifiantes et avec vos certifications, mais c'est 100% théorique, et puis quand on retourne sur le terrain, sur nos projets, on n'a pas grand-chose à faire. En fait, si, parce que dans les cours et puis dans la documentation IQBBA, donc dans ce dispositif de formation et certification, il y a de très nombreux outils, de très nombreuses méthodes qui sont présentées. Donc, j'en ai fait un petit extrait. On va les passer en revue. Alors, pour ne pas vous perdre pendant cette présentation, on va faire un petit jeu, un petit concours, genre sondage qu'on fait dans Psychologie Magazine, avec la question quel business analyst êtes-vous? Donc, le principe est le suivant, je vais vous présenter rapidement 20 outils ou méthodes qui peuvent être utiles dans le domaine de l'analyse métier. Et pour chacune, vous allez vous poser la question, pour moi, est-ce que c'est connu mais non utilisé? Est-ce que c'est connu et parfois utilisé? Est-ce que c'est connu et utilisé régulièrement? Et en fonction de la réponse, vous pourrez vous mettre 1 point, 2 points ou 3 points. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite feuille de papier, un crayon, et puis faire des petits bâtons. Et puis à la fin, après avoir parcouru ces 20 méthodes, on regardera votre score, et en fonction de votre score, je pourrai vous dire quel business analyst vous êtes. Alors, commençons par du basique, que l'on trouve dans les formations, certifications IQBBA. Le basique, voilà, c'est pour les objectifs. En fait, lorsqu'on travaille comme business analyst pour une entreprise ou au niveau d'un projet, il est important d'avoir une vision, savoir où on souhaite amener l'entreprise dans les 2, 3, 4 ou 5 années qui viennent, et puis comment on va faire pour atteindre la vision que l'on a de son entreprise. Et il est intéressant de définir des objectifs métiers pour son entreprise ou pour un projet. Et dans la boîte à outils du business analyst, en ce qui concerne les objectifs, on nous ressort, et c'est très bien parce que c'est efficace, le fameux SMART, qui est une espèce de checklist pour vérifier la qualité de l'objectif. Alors le SMART, ça veut dire l'objectif doit être spécifique, bien précis, mesurable, atteignable, réaliste, et puis borné dans le temps. Voilà, si on nous dit le taux de satisfaction des clients doit augmenter, voilà. Alors, c'est mesurable, mais pas de façon précise. Donc, ça va clocher par rapport au SMART. Et puis, on ne sait pas quand, à quelle échéance l'augmentation doit avoir lieu. Donc, SMART, c'est l'une des 20 petites méthodes techniques que je rappelle aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous mettre votre score là, 1, 2 ou 3, connu, non utilisé, etc. Et on va passer à la suivante. Alors la suivante reste dans les choses assez basiques, c'est le fameux SWOT. Très intéressant, le SWOT.
Donc, strengths, weaknesses, opportunities, threats, force, faiblesse, opportunité, menace. Alors ça peut être utilisé de différentes façons. Ça peut être utilisé pour diagnostiquer une entreprise dans son état actuel. Et puis, ça peut être aussi utilisé pour évaluer une solution à laquelle on pense pour répondre à une certaine problématique métier. Et puis, éventuellement, s'il y a plusieurs solutions qui peuvent répondre à la même problématique métier, on peut faire un SWOT pour chacune des deux solutions. Et en général, quand on fait ça, ça va permettre de bien les comparer, puisque assez souvent, il y a l'une des deux solutions qui va apparaître comme étant la meilleure. Et sur le SWOT, ce qu'on constate, c'est que les forces et les faiblesses, en général, sont des choses qu'on va trouver à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du projet. On va parler des forces et des faiblesses du projet et de l'entreprise. Et puis à l'inverse, les menaces et les opportunités sont des choses qu'on va trouver plutôt à l'extérieur de l'entreprise. Donc les menaces, ça peut venir de la concurrence. Les opportunités, ça peut venir de nouvelles technologies qui font leur apparition. Donc il est intéressant de faire une analyse interne de l'entreprise, mais aussi une analyse externe. Donc ça, c'est le SWOT. Normalement, vous connaissez. Donc je pense que là, vous pouvez vous scorer, vous pouvez vous noter également 1 point, 2 points ou 3 points. Je pense que vous serez pas mal à faire 3 plus 3, à arriver à 6 avec cette deuxième méthode. Et on passe à la troisième. Alors la troisième, également très connue dans le domaine de l'analyse métier, c'est la notation BPMN, Business Process Model and Notation, fréquemment utilisée dans le domaine de l'analyse métier, soit pour faire une modélisation au niveau de l'entreprise des process qui sont en place, soit pour expliciter une certaine fonction attendue dans une solution. Alors, BPMN, 2-3 commentaires là-dessus. Premièrement, c'est quand même largement utilisé, largement connu. Deuxièmement, lorsqu'on regarde ça d'un petit peu loin, on peut penser que c'est très simple de faire une belle modélisation BPMN et de beaux diagrammes BPMN, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est un peu comme un langage. Il faut bien le connaître, apprendre sa grammaire pour faire des diagrammes et des représentations cohérentes. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais malgré tout, il est bon en tant que business analyst d'être capable au moins de comprendre des diagrammes BPMN et puis peut-être aussi, à l'occasion, de créer des diagrammes BPMN simples. Et puis, si on est dans une grosse structure et qu'il est vraiment important de formaliser la représentation des process métiers, ben là, on peut monter en compétence sur le sujet et ça ne se fait pas très rapidement. Il faut vraiment une formation et une pratique régulière pour être efficace avec BPMN. Voilà. Donc, je vous invite à vous mettre également une petite note sur cette méthode de notation. Alors, je n'ai pas précisé, mais bien sûr, si vous ne la connaissez pas, ne l'utilisez pas, c'est 0 point. Voilà pour BPMN. Troisième petite méthode que je vous ressors ici, alors celle-là, on peut la sortir à tous les coups, hein, c'est le mind mapping, faire des cartes mentales. Alors, ça marche à tous les coups, ça peut servir à plein de choses, hein, pour faire un petit résumé d'une réunion, etc. Et dans le domaine de l'analyse métier, le mind map peut être particulièrement intéressant, notamment dans les premières phases du projet, lorsqu'on est en phase de collecte de besoins, lorsqu'on collecte les attentes des clients. Ça peut permettre, par exemple, lors d'une réunion de type workshop ou brainstorming, ça peut permettre de collecter un certain nombre d'idées, puis de les structurer et d'avoir ainsi une bonne vision globale sur ce que le client attend de la solution, qui devra répondre à son besoin. Donc les mind maps, on fait ça très souvent dans le cadre de l'analyse métier, pour d'autres sujets également. Et puis la bonne nouvelle, vous le savez sans doute, c'est qu'il existe tout un tas d'outils non payants qui permettent de faire des mind maps. Voilà, donc mind mapping, voilà, beaucoup d'entre vous
en ont déjà fait. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à les ressortir et puis à en refaire plus souvent. Je vous invite à vous mettre votre petite note, 0, 1, 2 ou 3 points, et on enchaîne avec la technique suivante, tout à fait classique, qui est celle des questionnaires. Alors ça fait partie des choses de base. En début de projet, l'analyste métier doit clarifier les besoins réels et exprimés de son client ou des responsables métiers auxquels il a affaire. Pour clarifier ça, en fait, il y a plusieurs sources d'informations qui sont intéressantes. La première, ça sera les parties prenantes. Donc, il faut identifier les bonnes personnes ou les bonnes organisations qu'il faudra solliciter pour collecter des informations. La deuxième, c'est d'identifier des documents comme des normes, des standards, des lois qui contiendront aussi des exigences pour la solution attendue. Et puis la troisième méthode standard pour collecter et préciser les besoins, ça va être l'analyse de systèmes existants. Ça peut être l'analyse d'un système que l'on doit remplacer, comme dans l'exemple de mon client bancaire, là, qui n'avait quasiment aucune formalisation de ses besoins, à l'exception de dire « je veux la même chose, mais moins coûteuse à maintenir ». Donc, ça peut être un système à remplacer qui va être une source d'exigence. Et puis, lorsqu'on travaille sur une solution qui sera interfacée avec d'autres solutions, on peut aussi aller rechercher des exigences par rapport aux interfaces et au format d'échange de données entre la solution que l'on doit fournir et puis les solutions qui seront interfacées. Alors, les questionnaires, ça concerne la première source d'information, les parties prenantes. Bien sûr, on va d'abord penser à des interviews, on va rencontrer des représentants du client, poser des questions, collecter des informations. Mais dans certains cas, si l'on doit toucher un grand nombre de personnes, si par exemple on veut avoir un retour de la part des utilisateurs d'un logiciel, on peut envisager de faire un questionnaire en ligne qui sera adressé à des centaines, voire des milliers d'utilisateurs, avec un certain nombre de questions qui seront principalement des questions fermées, avec une liste de valeurs standards proposées, et puis on complète avec quelques questions ouvertes. Voilà. Donc ça se fait, c'est intéressant, surtout lorsqu'on souhaite toucher un grand nombre de personnes. Donc les questionnaires font partie du quotidien de beaucoup d'analystes métiers qui interviennent en début de projet. Je vous laisse vous scorer. J'imagine qu'il y a de plus en plus de petits bâtons sur votre feuille. Et j'enchaîne avec la technique suivante. Alors, c'est que des techniques simples. Hein. C'est une petite checklist des techniques qu'il est bon d'avoir dans sa boîte à outils. Autre technique du business analyst, l'observation sur le terrain. Un client vous a exprimé une problématique ou un besoin. Avant de lui proposer une solution, avant de contribuer à la description d'une solution possible, vous allez aller chez le client, observer sur le terrain comment se comportent les futurs utilisateurs de la solution attendue. Et ça peut permettre justement d'identifier certains aspects qui sont implicites pour le client, des choses qu'on ne va pas vous demander, mais lorsque vous serez sur place et que vous verrez les futurs utilisateurs travailler, vous direz « Ah mais oui, surtout, il ne faut pas oublier ça ». Alors j'ai mis cette photo qui représente des personnes qui travaillent dans un centre de service de type hotline, puisque je me souviens d'un projet auquel j'avais participé chez Orange. Donc le but, c'était de développer une application pour des personnes qui passaient leur journée au téléphone à répondre aux clients. Voilà, pour gérer des incidents ou des demandes d'évolution. On avait développé une application vraiment bien qui répondait à toutes les exigences qu'on avait identifiées. Et lorsqu'on l'avait déployée, rejet général, personne ne voulait l'utiliser. On ne comprenait pas pourquoi. On est allé sur place et on a vu en fait que les personnes de cette hotline, du centre de service, n'utilisaient jamais la souris. Tout se faisait avec le clavier. Et ce qui leur manquait dans notre application, c'était les raccourcis clavier et puis un ordre de tabulation intelligent dans les formulaires qu'ils passaient leur journée à remplir. Si on avait eu cette démarche d'observation sur le terrain, on aurait remarqué que la souris n'était jamais utilisée, que les mains étaient toujours sur le clavier
et que la tabulation était un point qui leur permettait d'aller de plus en plus vite. Donc, observation sur le terrain, très important. Allez voir comment travaillent, comment se comportent les futurs utilisateurs de la solution que l'on va proposer. Je vous laisse vous mettre votre score. Et j'enchaîne avec toujours du classique, les 5 pourquoi. Alors, pourquoi parler des 5 pourquoi dans le domaine de l'analyse métier? Parfois, lorsqu'on est analyse métier, on doit gérer des demandes qui sont un petit peu surprenantes. On nous demande quelque chose, mais on a du mal à comprendre pourquoi on nous demande quelque chose. Parfois, on nous demande quelque chose qui va partiellement résoudre une problématique d'un client ou d'un utilisateur. Et du coup, cette méthode des 5 pourquoi, ça permet d'aller vraiment à la source d'une problématique. On me demande quelque chose, pourquoi? On aura une première raison, on peut se reposer la question pourquoi. Et en théorie, après 4 ou 5 pourquoi, on arrive vraiment à la cause de la demande. Donc ça, c'est un petit outil tout bête, qui est assez connu, voilà, qui permet de bien analyser une demande d'évolution, de correction ou de modification sur un système existant. Je vous laisse vous mettre votre petit score sur les 5 pourquoi. Et je continue avec le diagramme d'Ishikawa, également appelé diagramme en arête de poisson, de par sa forme. On comprend vite pourquoi ça s'appelle également diagramme en arête de poisson. Alors ça peut être intéressant pour 2 choses. Pour la même raison que celle évoquée précédemment, on nous demande quelque chose, une évolution, une modification. On a envie de vraiment comprendre la cause de cette demande pour bien y répondre. Et du coup, le diagramme d'Ishikawa permet d'identifier des causes multiples pour une certaine demande. Et puis, ça peut être intéressant aussi pour analyser une problématique. Voilà, par exemple, le montant du panier moyen des clients sur notre site de e-commerce a diminué de 15% le mois dernier. On va analyser cette problématique et on va chercher à identifier plusieurs causes. Alors, quelle est la différence entre les 5 pourquoi et Ishikawa? Les 5 pourquoi, ça marche bien lorsqu'on a un effet domino et une cause racine qui va déclencher une série d'événements négatifs pour arriver à notre problème. Et le diagramme d'Ishikawa, ça marche bien lorsque les causes d'une problématique sont multiples. Voilà. Donc, normalement, on voit bien, en fait, si on démarre avec les 5 pourquoi, on pose une première fois la question. Si on a tout de suite plusieurs réponses, le mieux, c'est de basculer sur le diagramme d'Ishikawa. Alors, dans les outils de mind mapping, type Xmind, FreeMind, on a des modèles de diagrammes d'Ishikawa qui permettent d'en représenter très facilement. Voilà. Je vous laisse vous mettre votre petit ou grand, votre note sur le diagramme d'Ishikawa. Alors ensuite, si on aime ce genre de choses, on peut combiner les deux. Combiner Ishikawa et 5 pourquoi, parce qu'en fait, lorsqu'on part sur le diagramme d'Ishikawa et qu'il y a plusieurs causes à un premier problème, on va reprendre les causes une par une et on va se poser à nouveau des questions. Pourquoi ai-je ce manque de compétences techniques chez les architectes de solutions? Donc, on peut combiner les deux et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, si vous êtes à l'aise, habitué à ces méthodes, vous pouvez vous mettre un bon point, voire 2, voire 3 sur ce sujet. Eric, je vais me permettre de te faire une petite remontrance temporelle. Normalement, tu as fini, ça fait 30 minutes. Donc, il faut que il va falloir que tu accélères pour la suite, sinon on va devoir couper. C'est parfait, merci de me prévenir, puisque j'étais parti sur 1 heure. Moi, j'avais vu dans le programme 11h30, 12h30, mais du coup, il y a un petit malentendu. Il y a 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions, en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. Tout à fait parfait. Et ça doit se terminer à 12h30, c'est bien ça. Il y a une autre présentation qui commence à 12h30 et donc il faut laisser du temps aux questions. Donc moi, je suis prêt à te permettre de garder 10 minutes de plus, donc il te reste 10 minutes, mais il faut que tu synthétises ce que tu veux présenter dans les 10 minutes qui viennent pour qu'on ait au moins 20 minutes de questions par la suite. Tout à fait, je peux le faire. Ça, c'est un objectif smart. Je synthétise, il faut qu'il reste 10 minutes. Parfait, merci Alexis. Allez, technique suivante, Mosco.
pour prioriser les exigences. Alors, je pense que tout le monde connaît. Vous vous dites, mais pourquoi il nous ressort ça? Ça fait 30 ans qu'on connaît ce truc-là. Ce que je trouve intéressant dans Moscou, ce n'est pas la nature des attributs. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir 4 valeurs. Must, should, could, would like to have. 4 valeurs, puisque assez souvent, pour prioriser les exigences, on a une classification avec 3 valeurs. Et ça, c'est problématique, puisqu'on a souvent tendance, lorsqu'on hésite un petit peu, à mettre la valeur du milieu. Hein, maxi, moyen, faible, ouais, on ne sait pas trop, on va mettre moyen. Avec Moscou, on a 4 valeurs, donc inévitablement, on doit pencher soit vers le plus prioritaire, soit vers le moins prioritaire. Voilà, je vous laisse vous scorer. Autre technique très intéressante dans le domaine de l'analyse métier, les personas. Donc là, il s'agit d'écrire des personnages fictifs qui n'existent pas, comme s'il s'agissait de vrais personnages, avec tout un tas de caractéristiques. Et ça, c'est utilisé dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, ça peut permettre d'identifier de nouveaux besoins, de nouvelles exigences pour une solution, donc en amont du projet. Et puis, deuxième utilisation intéressante, c'est une fois que la solution commence à être conçue d'un point de vue fonctionnel, on peut la challenger avec différents personas pour se dire, ben voilà, est-ce que Jean-Claude, qui est, je sais pas, malvoyant, pourra utiliser notre site de e-commerce? Et ça peut permettre donc de valider la solution avant de se lancer dans son implémentation. Voilà, les personas, vous pouvez mettre votre score. Ensuite, grand classique, un peu de modélisation UML. À l'ancienne, on va dire, hein, parce que ça fait 20 voire 30 ans que ça existe. Diagramme de cas d'utilisation, intéressant au début de projet pour fournir une vue synthétique sur le système dont il est question, ses principaux utilisateurs et les principales fonctions attendues dans la solution. Diagramme de cas d'utilisation, ça peut sembler un petit peu ringard, mais ça reste très pertinent et il ne faut pas hésiter à en refaire. Ensuite, petite surprise, au niveau de l'analyse métier, je vous sors ici la norme ISO 25010. Pourquoi? Parce que cette norme répond à la question qu'est-ce qui fait qu'une solution informatique sera de bonne qualité? Et elle nous donne une série de caractéristiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette série de caractéristiques, il y a des aspects non fonctionnels qui, trop souvent, malheureusement, sont oubliés par les analystes métiers et par les interlocuteurs métiers. Alors que rien n'empêche un professionnel du métier de parler de facilité d'utilisation, de performance attendue dans la solution et de sécurité. Donc, il est important d'avoir ça dans sa boîte à outils de business analyst, un peu comme une checklist. Voilà. Toujours sur le sujet modélisation, grand classique, le diagramme d'activité qui peut faire penser à certains diagrammes BPMN. Donc là, l'idée, c'est de représenter graphiquement certaines fonctions ou certains aspects d'un processus qui seraient compliqués à décrire de façon textuelle. Autre bonne pratique, utiliser des modèles pour rédiger les exigences. Alors là, moi, je vous parle plutôt d'exigences métiers, puisque j'interviens sur le sujet analyse métier. Modèle ou gabarit de phrase. Essayez d'écrire toutes les exigences de la même façon, que ce soit sur un projet classique ou sur un projet en agile avec les user stories et leur formulation en tant que je veux afin de. Je vous laisse vous mettre une petite note au passage. Autre point qui peut être intéressant, surtout lorsqu'on travaille dans un mode plutôt itératif et agile, ce qu'on appelle le business model Canva. Alors, sur les projets classiques, on parle beaucoup d'études de rentabilité ou de business case. Il existe une version synthétique et réduite de ce document business case qui s'appelle le business model Canva, très bien documenté sur Internet, pas mal de modèles et d'outils qui sont disponibles. Et en une page, on arrive à avoir une vision globale sur un besoin et sur la solution qu'on peut mettre en face du besoin. Et très vite, ça permet de voir si ça tient la route en termes de coûts, de bénéfices, de clients potentiels. Petite précision, j'ai mis ça comme une technique supplémentaire, les critères d'acceptation sur les user stories, très important, notamment sur des projets en mode agile, faire participer des représentants du métier pour écrire ou revoir des critères d'acceptation. Vous me demandez quelque chose, comment ferez-vous pour vérifier que ce que je vous donne correspond à vos attentes? Les critères d'acceptation, très importants, pas toujours associés aux user stories, malheureusement. Autre petit outil intéressant, maquette, prototype, en début de projet, essayez de montrer
à vos interlocuteurs métiers à quoi ça pourra ressembler sur la base de maquettes simples qu'on va appeler wireframe. Ça permet de montrer un petit peu comment les écrans vont être organisés, quelles informations on aura sur chaque écran. Inutile d'attendre d'avoir tout développé. En tout début de projet, on peut commencer à modéliser des aspects graphiques pour avoir un retour. L'idée, c'est d'avoir un retour au plus tôt et d'anticiper au maximum la validation. Voilà. La méthode INVEST pour revoir la qualité des user stories. Pareil, je vous laisse vous mettre quelques points. Et puis, dernière petite méthode de la série. Alors là, c'est un petit peu plus sérieux. Business Process Reengineering. Ça, c'est une méthode très intéressante qui consiste à revoir un processus, à condition qu'il soit documenté, activité par activité, dans le but de l'optimiser. Pour chaque activité, on se demande est-ce qu'elle est utile? Oui ou non? Si elle n'est pas utile, on la supprime. Si elle est utile, est-ce qu'elle a de la valeur directe pour les clients? Si oui, on va l'améliorer, la renforcer. Et sinon, on va la réduire à son strict minimum. Voilà, je m'arrête là, il y a beaucoup de choses. Alors, quel BA êtes-vous? On va faire vite, hein. Je vous laisserai, peut-être en revenant sur la présentation, calculer votre score. 0 à 20 points, bon, ben, vous êtes là, c'est bien, plutôt débutant. 21 à 40 points, niveau intermédiaire, c'est déjà pas mal, hein. Vous êtes capable de travailler efficacement comme business analyst au niveau d'un projet. 41 à 60 points, alors là, ça commence à être très, très bien. Vous avez un niveau confirmé, vous êtes capable de travailler comme BA au niveau de l'entreprise, bien sûr aussi au niveau de certains projets. Au-delà de 60 points, là, il y a un truc qui cloche, puisque le maximum, c'était 60 points. 3 fois 20, donc soit vous avez triché, soit vous vous êtes planté dans le calcul. Alors, pour terminer, dernière minute, et après, donc ce qui peut être intéressant pour progresser et valoriser ses compétences, c'est de se faire certifier directement en candidat libre ou sur la base d'une certification. Il y a principalement 2 organismes qui existent, IIBA, International Institute of Business Analysis. Là, c'est du lourd, c'est très détaillé, très complet, très pertinent, mais ça demande un investissement assez important. Et puis, l'alternative, IQBBA, International Qualifications Board for Business Analysis. Là, on est sur quelque chose de plus simple, de plus synthétique, mais très efficace. Toutes les petites techniques, là, les 20 qu'on a parcourues, viennent directement de ce qu'on trouve dans IQBBA. Voilà, donc dispositif de formation certifiante avec une déclinaison en différents modules, dont un module qui est Business Analyst certifié agile, c'est-à-dire que tout ce dont on a parlé est tout à fait applicable sur les contextes agiles. Voilà, donc certification IQBBA pour progresser, pour valoriser vos compétences et travailler plus efficacement. Voilà, j'arrive au bout de cette présentation. Si nous avons quelques minutes pour prendre quelques questions, ça sera avec plaisir. Eh bien, écoute, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On va remercier tous les membres d'avoir posé plein de questions. Et je vais poser des questions, évidemment, qui ont été demandées le plus souvent. Alors, la première question, je vais essayer de répondre, parce que c'est pas une question pour toi, c'est comment on fait pour rejoindre vos groupes de travail du CFTL, et notamment le groupe de travail de l'ingénierie d'exigence. Écoutez, avec grand plaisir, vous nous contactez. Alors, on vous laissera peut-être les mails d'un des responsables, peut-être Raphaël ou moi, pour nous contacter. Et puis, nous vous invitons évidemment à la prochaine réunion. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à nous contacter. Une question plutôt, on va passer pour la suivante, c'est, alors, sur les vidéos, c'est pareil, tous les vidéos, tout ça sera présenté, vous n'en faites pas. Quelle différence majeure faites-vous entre IQBA et IIBA? Voilà, première question qui est posée, Eric, pour toi. Oui. Alors, pour moi, la principale différence, c'est le niveau de détail et le niveau d'investissement pour se former et être certifié. IIBA, c'est plus détaillé, c'est plus profond. Donc, il y a tout un dispositif de formation, de certification qui demande un investissement assez important. Il y a un projet à rendre. IQBBA, ça va être plus rapide. Par exemple, premier module de formation, certification, ça se fait en 3 jours. Alors, ce qui se passe parfois, j'ai vu ça dans certaines entreprises, parfois on fait certifier assez largement des business analysts par rapport à IQBBA et un petit nombre d'entre eux, certains vont ensuite aller plus loin avec IIBA pour être vraiment experts de haut niveau en analyse métier. Donc, la différence, c'est le niveau de détail et le dispositif de certification.
Une question également entre IQBA, les différences, et l'IREB. Alors, REGBI n'existe plus aujourd'hui, hein, il a été mangé par l'IREB, on va dire, hein, tout simplement. Mais entre IQBA et IREB, voire REGBI, quelle différence également tu vois de ton côté? Merci, ta bonne question. Alors, avec IQBBA, on se situe vraiment en amont, dans les toutes premières phases d'un projet. On va aller de l'expression d'une problématique ou d'un besoin jusqu'à sa formalisation en exigence d'assez haut niveau, qu'on appelle exigence métier, mais on ne va pas aller jusqu'aux exigences utilisables par la partie informatique de l'entreprise. Alors qu'avec IREB, on va peut-être démarrer au niveau exigence métier, sans remonter jusqu'à l'expression du besoin, mais on va décliner ces exigences pour aller vers l'informatique avec plus de détails, avec des exigences donc plus précises, plus fines, de niveau inférieur. Donc les deux s'articulent vraiment très bien pour couvrir l'ensemble du projet. Question suivante. Quelle est l'importance de tester avant la mise en production pour l'ingénierie des exigences, lien test IE? Ah, bah ça, c'est une bonne question. Ça me rappelle, parce que je fais beaucoup d'audits, ça me rappelle un entretien que j'avais eu avec une chef de projet sur un projet agile. On parlait test et elle m'avait dit le seul test qui compte, c'est l'utilisation du produit en production par les utilisateurs finaux. Alors, ce n'est pas complètement faux, mais c'est quand même extrêmement risqué, puisque si on attend la mise en production pour faire des tests et que la solution n'est pas satisfaisante, ça va coûter très cher. Donc, l'idéal, c'est d'anticiper au maximum tout ce qu'on peut pour les tests et puis de réussir, en effet, à avoir une sorte de traçabilité entre un besoin, des exigences métiers, des exigences produits qui en découlent et puis des tests qu'on va associer. Et donc, il faut essayer de documenter tout ça. Ça peut être dans des outils, hein, avec une traçabilité et puis de faire le plus tôt possible tout ce qu'on peut faire. Par exemple, les critères d'acceptation, ça permet de faire un premier pas très important vers le test dès l'expression de fonctions attendues. Alors, une question sur la certification. Alors, oui, sur la certification. Si on est déjà certifié ISTQB, Advanced Test Manager dans mon cas, quelle formation recommanderiez-vous dans le domaine des exigences? Eh bien, je pense que voilà, si on se situe quand même sur la partie informatique des projets, donc plus côté maîtrise d'œuvre, moi je conseillerais la formation et certification IREB, soit classique, soit IREB sur les projets agiles, pour peut-être mieux comprendre le lien entre exigences et tests, et puis pouvoir agir en tant que testeur plutôt sur le projet avec, par exemple, des activités de revue des exigences pour vérifier leur testabilité. Donc, je dirais, ouais, IREB. Ok. Bonjour, quelle différence faites-vous entre spécification générale, spécification détaillée et spécification métier? Ah, alors, ouais, c'est une question de niveau de détail. Alors, je pense que ce qui est important, c'est cette notion de niveau de détail, de se dire que les informations vont être plus ou moins détaillées. On peut partir d'un besoin ou d'une problématique métier qui va être raffinée en exigences métiers. Ces exigences métiers pourront être portées par un document de type spécification générale ou pourquoi pas par un cahier des charges. Éventuellement, elles pourront être référencées dans un outil. Et puis ensuite, si on va dans le détail, on va arriver à un niveau plus fin d'exigence qu'on pourra appeler exigence produit. Puis si on va encore plus dans le détail, on arrivera à des exigences plus fines qu'on appellera parfois exigences composants. Et donc, dans la question, je pense que spec général et spec métier, voilà, faudrait voir un petit peu le sens qu'on met derrière, mais ça peut être similaire. On est sans doute au même niveau. Il reste deux questions que je vais vous poser. Donc, toutes ces méthodes sont très bien et très efficaces, mais pouvons-nous tout utiliser sur un même projet? Et si oui, ne risque-t-on pas d'avoir un temps de gestion de ces méthodes outils trop élevé? Ah bah si, voilà, de bonnes questions, hein, c'est sympa ces questions. Donc si, en effet, moi je raisonne vraiment en boîte à outils. Je me dis, on est business analyst, on doit avoir une boîte à outils, et puis on doit connaître les outils qui sont dans notre boîte à outils et les utiliser à l'occasion, lorsque c'est pertinent. Et en effet, on ne peut quasiment jamais toutes les utiliser, ça serait une perte de temps, ça serait too much. Mais c'est en fonction des situations. Par exemple, si on est en train de préciser une exigence, on commence à se dire « Ouh là là, j'en suis à 1 page et demie de texte,
c'est un peu compliqué. Peut-être que je pourrais utiliser un certain diagramme pour modéliser mon exigence, économiser du texte et puis la rendre visuellement compréhensible. Donc, c'est vraiment en fonction du contexte, mais il faut les avoir en tête, toutes ces méthodes, les avoir à côté de soi et être prêt à les dégainer en quelque sorte en fonction du projet. On va quand même donner une question, une très, 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 très simple. Je pense que c'est oublié un nom. IQQBA, finançable, CPF, pour l'interrogation. Ah, la question qui fait souffrir, hein, le membre du CFTL que je suis, malheureusement non. Malheureusement non. Bon, je vous passe les détails, hein, mais au niveau du CFTL, on a fait le maximum, vraiment le maximum pour faire référencer les formations ISTQB, IREB, IQBBA, qui sont de grande qualité et certifiantes. Malheureusement, pour l'instant, ça ne passe pas. Et dernière question, pourquoi ISTQB test d'acceptation a comme référence ISTQB et IQQBA? Ouais, bonne question aussi, bien sûr. Hein. Alors, ISTQB, test d'acceptation, c'est vrai que là, on va s'adresser à des profils métiers qui sont impliqués dans des phases de test. Avec IQBBA, on ne va pas zoomer sur les activités de test des profils métiers, on va simplement insister sur certains points importants, comme cette notion de critères d'acceptation sur les user stories, les notions de validation des exigences au plus tôt. Et puis avec le dispositif test d'acceptation ISTQB, là on va vraiment rentrer davantage dans le détail, comment concevoir des tests plutôt fonctionnels métiers, comment suivre l'avancement des tests lorsqu'on a un profil métier, quelles sont les techniques qui peuvent être intéressantes, etc. Donc l'ISTQB va s'appuyer sur IQBBA, mais aller beaucoup plus loin sur les tests d'acceptation. En tout cas, un grand merci à toi, Eric, pour cette belle présentation. On va passer à la suivante. Hein. On va s'arrêter là pour les questions. On retrouvera toutes ces questions. Alors, il y a toujours la question comment rejoindre les groupes de travail. N'ayez crainte, on vous a laissé nos coordonnées. Hein. Raphaël Frias, Alexis de Scoff, à nous contacter. Et puis, on vous intégrera aux prochaines réunions. Il n'y a pas de souci. De la même façon, j'ai vu passer les vidéos, les slides, tout ça. On mettra en place sur le site du CFTL, dans lequel on pourra retrouver, évidemment, ces vidéos au jour d'aujourd'hui. Et puis, les supports qui ont été présentés, bien évidemment. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup, merci Alexis, merci à tous pour vos bonnes questions. Moi, je passe beaucoup de mon temps à embêter les gens avec des questions dans les formations. Là il y a eu peut-être une petite vengeance, hein. Certains se sont rattrapés. Et c'est moi qui ai dû répondre aux questions, mais avec plaisir. Je vais demander aux suivants, Raphaël et puis Alain, peut-être de monter leur transparent. S'ils peuvent, et puis même de monter même sur scène en même temps. Eric, merci encore. Je te fais quitter cette scène. Hop. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup.